Tout est son, tout est vibration. En effet, l'idée selon laquelle le son aurait une action sur la matière et donc par extension sur le corps d'une personne est bel et bien présente depuis l'aube de l'humanité. On retrouve en effet dans de nombreuses traditions l'idée selon laquelle le monde a été créé à partir du son. En Inde, il est dit qu'il serait né du son Om. Pour les aborigènes, c'est le son du didgeridoo qui aurait fait naître le monde. Dans l'Égypte ancienne, on pensait même que le dieu Thoth avait créé le monde avec sa seule voix. Alors qu'en est-il? On pourrait facilement penser qu'il ne s'agit là que de croyances populaires, de philosophie. Et pourtant, la science s'y est intéressée depuis plusieurs siècles déjà. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur la question de l'action du son sur la matière. Le plus célèbre d'entre eux, connu en sonothérapie, n'est autre qu'un physicien allemand appelé Ernst Chladni. Il s'agit du fondateur de l'acoustique moderne qui a été connu pour avoir expérimenté le pouvoir organisateur et transformateur du son sur la matière. Ce physicien allemand a en effet effectué plusieurs expériences au cours desquelles il a relié une plaque métallique à un fréquenceur en y plaçant du sable. Puis en modifiant les fréquences envoyées, il a pu observer différentes formes géométriques qui se dessinaient parfaitement au milieu de ce sable. Ces formes géométriques ont d'ailleurs été appelées les figures acoustiques de Chladni. Notons d'ailleurs qu'il a observé au cours de ses expériences qu'à chaque fréquence correspondait toujours une même figure, ou encore que plus il allait vers des fréquences aiguës, plus les formes devenaient complexes. Plus proche de nous au XXe siècle, un physicien et médecin suisse appelé Hans Jenny a décidé, à partir des années 60, de reprendre et d'approfondir les recherches de Chladni. Celui-ci a utilisé des fréquences sur diverses matières et fluides et a fait les mêmes constats que Chladni précédemment. La preuve scientifique de l'action du son et donc des fréquences sur la matière avait été faite. On peut d'ailleurs très simplement observer par soi-même le phénomène d'action du son sur la matière. Prenez un bol tibétain, remplissez-le d'eau et commencez à le frotter. À mesure que le son s'intensifie, vous pourrez observer que l'eau se trouble, puis commence à sauter et à faire des jets. Quand nous pensons que le corps humain est constitué de 65 à 70% d'eau, imaginez l'effet produit lorsqu'un bol placé sur votre corps commence à être joué. Après que l'action des sons et des vibrations sur la matière ait été scientifiquement démontrée, d'autres scientifiques se sont intéressés à un point particulier. Et si l'intention pouvait elle-même avoir une action sur la matière? Le plus connu d'entre eux, connu peut-être par vous-même, n'est autre qu'un scientifique japonais appelé Masaru Emoto. En effet, ce scientifique japonais a fait de nombreux travaux sur la recherche de l'action du son et de l'intention sur l'eau. Il est notamment très connu pour ses fameux cristaux d'eau. L'expérience consistait à envoyer des intentions ou placer des mots de nature différente sur des échantillons. Par exemple, envoyer de l'amour dans un cas et envoyer de la haine dans l'autre. Puis à observer et photographier les cristaux gelés. Bien que les conditions de congélation aient été les mêmes et que l'eau soit exactement prélevée au même endroit, on s'est aperçu que les formes des cristaux étaient radicalement différentes en fonction des intentions envoyées. À travers ces expériences, Masaru Emoto a ainsi démontré que les pensées ont une action et influencent la structure moléculaire de l'eau. Il a également démontré que l'eau avait une mémoire et enregistrait les vibrations et donc l'énergie de son environnement. Il ne fait donc à présent plus aucun doute que les sons ont bel et bien une action sur la matière, mais également l'intention. Nous prendrons ainsi en compte, lorsque nous jouerons d'un bol, ces deux éléments. Premier élément, la conduction physique des vibrations de notre bol dans le corps de la personne. Deuxième élément, notre intention. Le joueur de bol va toujours être un vecteur, son intention portera la qualité du son qui va être produit. Lorsque vous travaillez avec les bols tibétains, ce n'est pas vous qui jouez de votre bol, c'est le bol qui vous fait jouer.
Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains, mais aussi des gongs, afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.